« 20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Diamniadio va être né en Dara moderne, c'est le fruit d'un protocole d'accord signé entre la fondation BMCE et la fondation Servir le Sénégal. Le financement a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la presse, vous entendrez les explications des concernés. La réunion du conseil d'administration de l'hôpital général de Grand Yoff ce matin a failli tourner au vinaigre. L'ancien représentant du personnel a été interdit d'accès à l'hôpital. La tension était palpable sur les lieux. Manifestation interdite à Dakar du 10 novembre au 5 décembre. Le front syndical se dit indigné. Le comité directeur du PDS se réunit en ce moment même pour apprécier la situation. Les travailleurs du centre Talibou Dabo n'entendent pas fléchir dans leur mouvement d'humeur. Ils souhaitent le recrutement dans la fonction publique. Les parents d'élèves inquiets jugent tout de même légitime cette grève. À suivre en fin d'édition, le dossier santé du jeudi qui porte sur l'utilisation des pilules du lendemain. Voilà le sommaire, les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ibrahima Kane, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Bonsoir à tous. Pour démarrer cette édition, la fondation BMCE et la fondation Servir le Sénégal ont signé un protocole d'accord dans le cadre du projet Rama, un projet qui consiste à construire un Dara à Diamniadio, un projet qui avait suscité beaucoup de débats sur les fonds. Les deux parties ont apporté des précisions. La signature a eu lieu cet après-midi. L'élément n'est pas encore en place. Nous y reviendrons certainement avant la fin de ce journal. Ibrahima Kane, la tension est montée d'un cran ce matin à l'hôpital général de Grand Yoff lors de la réunion du conseil d'administration. À l'origine de cette tension, l'interdiction de prendre part à la réunion du conseil d'administration d'Ogui pour le nommer Chersek. Alors pourquoi cette mesure à l'encontre du Chersek? Eh bien, il ne représente plus le personnel. L'homme dénonce pourtant une malversation financière dans la gestion de la structure sanitaire. Salimata Aousek, Alioune Diagne. La réunion du conseil d'administration s'est déroulée calmement, sauf que Chersek a été interdit d'accès à l'hôpital, un geste qu'il fustige. C'est du grand banditisme, c'est de la délinquance. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est plus dans un pays de droit. Quand j'ai voulu entrer, une dizaine de personnes s'est acharnées sur moi, comme des fauves, pour m'attaquer, me tirer. Les gens ont pris mes jambes, d'autres les tris, et ils ont déchiré pratiquement toute ma veste. Pour le directeur, l'ancien représentant n'a plus sa place à l'hôpital. Pourquoi un seul individu affecté conformément à la réglementation, conformément au décret qui régit le fonctionnaire, se permet-il de faire autant de bruit autour de ça? Ou bien alors il y a anguille sous roche par rapport à son affectation? Je ne pense pas. Il ne fait plus partie du conseil d'administration parce qu'il n'est plus agent de l'hôpital. Et pour vérifier ce que je vous dis, revisiter le décret 98-702. Pour le marché nébuleux, comme l'avait dénoncé Chersek, le PCA rassure. C'est aux autorités de nous dire si effectivement il y a problème, il n'y a pas de problème. S'il y a problème, il y a des corps de contrôle de l'État. Ils feront le travail. Moi, je n'ai rien à faire parce que moi, je suis récemment admis comme président du conseil d'administration. Je fais ce que le règlement me demande de faire. Le kinésithérapeute compte saisir la justice pour régler ces différends. Je ne recule pas devant l'adversité, quelle que soit l'autorité qui est là. Les régimes plus durs sont passés par là. Mais je ne veux pas entrer dans certains détails. Aujourd'hui, s'ils pensent qu'ils peuvent me faire taire ou peuvent me faire anéantir, ils se trompent. Après des heures de réunion dans cette salle, le conseil d'administration s'est tenu avec tous les membres concernés, à l'exception de Chersek, remplacé par Dembaba. Arrêt de travail ce jeudi au centre de réhabilitation des handicapés de Talibou Dabo. L'intersyndicat a paralysé toutes les activités du centre et ce, au grand désarroi des parents d'élèves. Un mouvement d'humeur jugé légitime par ces parents d'élèves qui espèrent une réaction rapide des autorités. Rappelons que ces travailleurs veulent intégrer la fonction publique. C'est un reportage signé Ndeye Mbosessi et Alioune Diagne. Ces enfants handicapés sont pensionnaires du centre Talibou Dabo. Ils n'ont pas pu regagner les salles de classe à cause d'une grève du personnel qui dénonce ces difficiles conditions de travail. Une situation qui met les parents dans tous leurs états.
Si ça ne dépendait que de moi, il n'y aurait aucun problème. S'ils partent en grève, c'est nous les parents qui serons les plus fatigués. Il m'arrive des fois de les aider dans les travaux domestiques. Depuis l'ouverture des classes, je viens chaque jour ici pour leur donner un coup de main. Ces types d'enfants ont besoin d'une éducation spécialisée avec un matériel adapté. Les parents trouvent légitime le combat des travailleurs. Nous venons non seulement soutenir ces travailleurs, mais également nos enfants qui sont ici. Parce que travailler pendant 30 ans dans ces conditions-là, ce n'est vraiment pas normal. Donc la grève est vraiment légitime. Depuis 30 ans, le centre Talibou Dabo traverse des difficultés. Le syndicat des travailleurs de cet établissement compte poursuivre la grève jusqu'à obtenir gain de cause. Un bras de fer qui risque de coûter cher à ces enfants handicapés et à leurs parents qui ne savent plus à quel sein se vouer. Dembo Sessi, l'intersyndicale n'entend pas fléchir. Ces travailleurs qui se disent déçus de l'attitude des autorités compétentes comptent poursuivre leur mouvement jusqu'à la satisfaction totale. Là-dessus, je vous propose d'écouter Idriss Diallo, le secrétaire général de la convergence Sud-SAS du centre. Il est au micro de Dembo Sessi. Depuis 1983 jusqu'à présent, il n'y a pas eu de recrutement au niveau du centre Talibou Dabo. Comme vous voyez vous-même derrière vous, ces enfants handicapés, ils n'ont même pas une prise en charge médicale. Les travailleurs aussi, quand je parle du personnel, il n'y a pas de prise en charge médicale, ni de prise en charge sociale. À forte raison, même une cotisation à l'IPRES. Ça ne peut pas continuer. Il était convenu de recruter 38 agents au niveau du centre Talibou Dabo. Nous avons un tableau de bord signé du mois par le directeur général de la santé, qui nous avait promis qu'en 2014, ils vont recruter les 38 agents. Aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est de bloquer tout le centre jusqu'à satisfaction. Je vous le disais tout à l'heure en début d'édition, la fondation BMCE et la fondation Servir le Sénégal ont signé un protocole d'accord dans le cadre du projet Rama, un projet qui consiste à construire un dara à Diamniadio, un projet qui avait suscité beaucoup de débats sur les fonds. Les deux parties ont apporté des précisions. La signature du protocole s'est faite cet après-midi, compte rendu signé Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. La présidente de la Fondation Servir le Sénégal répond à ses détracteurs suite à la polémique sur le projet Rama. Une déclaration au cours de la signature d'un protocole d'accord entre la Fondation Servir le Sénégal et la Fondation BMC Bank. Mais comme l'occasion là, je veux juste apporter des précisions et dire que c'est la première fois que je me prononce en public sur la Fondation Servir le Sénégal. Tout d'abord, je tiens à remercier le couple Benjeloun et je leur dis que si j'étais à leur place, je n'allais même pas revenir au Sénégal pour financer le projet Rama. Parce que j'en ai entendu tout, on a tout dit sur ce projet. Mais bon, moi je tiens à préciser que la Fondation Servir le Sénégal, elle a été mise sur pied pour aider les Sénégalais et faire du social. Alors ceux qui racontent des histoires et disent du n'importe quoi, Dieu va nous juger. Parce que cette signature est une étape importante dans le partenariat entre la Fondation BMC et la Fondation Servir le Sénégal, une coopération qui doit aboutir à la construction d'un dara moderne à Diamniadio. C'est le cadre juridique qui devrait permettre à la Fondation BMCE de respecter un engagement qu'elle avait pris spontanément à Dakar il y a de cela quelques semaines voire quelques mois et qui consiste à financer un projet de dara moderne appelé Rama porté par notre fondation. Un projet, plusieurs interrogations. Le vice-président de la Fondation Servir le Sénégal apporte des précisions sur la destination des fonds qui seront alloués. Les décaissements qui ne pourront se faire qu'au nom des entrepreneurs qui vont travailler, qu'au nom des entreprises qui vont travailler sur la réalisation des projets, se feront sur la base du principe de la double signature. Nous pouvons vous assurer que dans tout ce qu'entreprend le groupe BMC Bank et sa fondation encore plus, se fait dans la stricte transparence, dans le plus grand professionnalisme.
D'ici quelques jours, la première dame ainsi que ses partenaires de la fondation BMC vont effectuer une visite au niveau de Diamniadio afin de voir comment faire pour démarrer le plus tôt possible les travaux de construction. Aminata Mbaresso, merci. Nous parlons de toute autre chose. L'interdiction de manifestation à Dakar durant la période du 10 novembre au 5 décembre. Ibrahima Kane fait grincer des dents au niveau du Front social. Tout à fait. Les syndicalistes dénoncent cette mesure du gouverneur de Dakar pour les besoins du sommet de la francophonie. À leurs yeux, interdire aux citoyens de manifester relève d'une entrave à leur liberté. Fatidjan Diafaraba. Aucune manifestation à Dakar pendant près de 40 jours, une décision du gouverneur, décision qui est loin de faire l'unanimité. Nous estimons, nous l'avons dit et répété, que le droit conféré par la Constitution aux citoyens, ce droit doit être respecté. Et précisément, nous pensons que la suspension des libertés ne se justifie pas en ce moment. La raison avancée par le commandement territorial, le sommet de la francophonie, pour Mamadou Mbodj, cette rencontre prévue à la fin de ce mois à Dakar ne doit pas être un prétexte pour priver les citoyens de leur liberté. Le sommet de la francophonie, c'est un sommet à l'occasion duquel des hôtes viennent au Sénégal pour célébrer la francophonie. Mais cette francophonie n'est pas unanimement apprécié de la même manière par les Sénégalais. Donc on doit pouvoir dire à laisser les Sénégalais donner leur point de vue. Le coordonnateur du M23 demande au chef de l'État de réagir. Le syndicaliste soutient que le PDS ainsi que les autres opposants ont bel et bien le droit de marcher. Je ne suis pas d'accord avec ce que réclame le PDS. Je ne suis pas du même avis que ces gens-là. Je crois que leur démarche n'est peut-être pas démocratique, mais la loi leur permet de marcher. Il faut les laisser marcher. Du 10 novembre au 5 décembre, les manifestations sont interdites dans la capitale sénégalaise. Les libéraux vont-ils respecter cette décision? Dans tous les cas, Wade et ses camarades avaient promu de battre le macadam le 21 novembre avec ou sans autorisation. Justement, fatigué en direction la permanence générale du Parti démocratique sénégalais pour y retrouver Mody Gueye. Mody Gueye, bonsoir. Bonsoir, Kertigan. Justement, Mody Gueye, l'interdiction de manifestation à Dakar durant la période du 5 au 10 novembre au 5 décembre est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour. Encore, Kertigan, rien n'a filtré de cette rencontre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui a commencé à 19h, initialement prévu à 18h. Sur les raisons de ce retard, on évoque le procès Bachir Diawara. Ils sont tous là, les responsables du Parti démocratique sénégalais, à l'exception du chef Abdoulaye Wade. Concernant l'ordre du jour, vous l'avez évoqué, rien n'a encore filtré de cette rencontre, mais tout porte à soi que c'est pour apporter la réplique par rapport à l'introduction de toute manifestation à cause du sommet de la francophonie, comme évoqué par ma consoeur. Simple coïncidence ou simple volonté de dire non au meeting du PDS prévu ce 21 novembre. En tout cas, la grande interrogation, elle l'a soulevée. Les camarades de Omar Sarr vont-ils braver cette introduction ou se plier à la décision du gouverneur de Dakar? Dans quelques minutes, un responsable du Parti démocratique sénégalais va apporter la réponse. Merci Mody Gueye, nous y reviendrons certainement dans le tout en image de 0h. Procès Karim Wade, Bachir Diawara est libre. Il bénéficie de renvoi des fonds de poursuite sans peine ni dépens. Une décision prise par la Cour une décision donc prise par la Cour qui a déclaré que les faits de troubles d'audience qui lui sont reprochés ont eu lieu lors de la suspension de l'audience. Le parquet, dans son réquisitoire, avait demandé la condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour Bachir Diawara, là où la défense plaide le renvoi des fins de poursuite sans peine ni dépens. Le président Henri Grégoire Diop a par ailleurs rappelé au public l'obligation de respect de l'institution judiciaire et qu'il est interdit tout acte allant dans le sens de troubler l'audience. Le procès reprend son cours normal ce lundi. Les témoins Chertidiane Ndiaye, Mansour Gueye et Pape Diop vont se présenter à la barre. Nous parlons économie à présent avec la réforme du Code des mines, des douanes et des impôts et domaines au menu des conclusions provisoires tirées lors de la 3e édition du Salon international des mines.
Autre point également dans les conclusions, régler la problématique liée à l'exploitation minière, mais aussi inviter les grandes entreprises étrangères à investir dans le secteur. Le rapport a été remis au Premier ministre qui présidait la cérémonie. Fatima Ba Petindoyi. 3 jours d'échanges, 9 sessions déroulées, le secteur minier sénégalais passé au peigne fin lors de ce salon international des mines, événement qui a pris fin ce 6 novembre et des conclusions provisoires tirées. Nous avons discuté sur l'ensemble des réformes en cours. La réforme déjà faite du Code général des impôts, la réforme en cours du Code général des douanes, mais également du Code des mines, pour constater que ces initiatives sont bonnes et pertinentes, mais doivent prendre en compte les intérêts des parties. Pour accéder au sous-sol, il faut passer par le sol. Nous discutons donc pour voir combien et comment, après avoir exploité les ressources minérales, on peut réhabiliter et permettre à ce sol d'avoir une nouvelle destination économique. Nous avons discuté également du renforcement des capacités et de la formation pour accompagner le développement de l'industrie minière. Un rapport est remis au Premier ministre venu clôturer cette 3e édition. Mohamed Boun Abdallah Dionne est revenu sur la volonté du gouvernement de développer ce secteur important dans le plan Sénégal émergent. Vous n'avez omis aucun aspect lié à la problématique d'une croissance générale et diversifiée favorable à un développement inclusif et durable. Je sais également que le salon a été l'occasion d'une vaste réflexion sur la nécessité de réconcilier les exigences de développement durable de nos pays avec celles d'une industrie minière qui exploite des ressources épuisables. La décision d'autoriser l'exploitation d'une ressource minérale est une décision stratégique majeure. Contribuer à la réussite des projets miniers du PSE et qu'ensemble nous puissions définir les termes d'un partenariat gagnant-gagnant. Plus de 800 participants ont pris part à ce salon inscrit dans l'agenda économique du Sénégal. Notre pays, encore jeune dans le domaine minier, a des atouts et des faiblesses, des contraintes qui, une fois levées, faciliteront le développement du secteur. 6 novembre 2013, 6 novembre 2014, voilà un an jour pour jour que le marché Sandaga prenait feu. 12 mois après, les commerçants recasés au champ de course sont loin de voir le bout du tunnel. Puis Ibrahim Makan, regroupé au sein du collectif des commerçants sinistrés du marché Sandaga, ils réclament leur dédommagement et également leur retour au marché Sandaga dans les plus brefs délais. C'est un reportage signé Ibou Sissé et Fatou Bintou Kanté. Un an que le marché Sandaga prenait feu et les commerçants ont été relogés au niveau du champ des courses, un endroit source de problèmes pour ces vendeurs. Rien ne marche dans ce marché. Nous avons tout perdu à Sandaga. Le travail ne marche pas. Certains sont même repartis faire l'ambulant à Sandaga. Les clients ne viennent pas ici. Ils expliquent que depuis leurs installations dans ce nouveau site, la clientèle se fait désirer. Le marché n'est pas accessible car il n'y a pas de promotion. Nous rentrons sans un sou en poche, il y a trop de manquements, alors qu'on nous avait dit de rester pour un moment, mais rien de tel. Regroupés au sein d'un collectif des commerçants sinistrés du marché Sandaga, ils réclament un dédommagement et désirent rejoindre dans les plus brefs délais le marché Sandaga. Nous voulons que les autorités refassent le marché Sandaga et qu'on y retourne, et puis qu'on nous dédommage aussi. Fatigués, ils le sont, les commerçants sinistrés du marché Sandaga exhortent l'État à revoir leur situation, qui va de mal en pis. Direction Linguère à présent, dans la commune de Mboula, les jeunes de l'association pour le développement des Mbayènes souhaitent la revitalisation des vallées fossiles. L'objectif visé est de lutter contre l'exode rural dans le Djolof. C'était lors de leur journée culturelle, compte rendu signé Modoumbey. Les jeunes de l'association pour le développement de Mbayène ont profité des journées culturelles qu'ils ont organisées pour inviter le président de la République Macky Sall à ouvrir les vallées fossiles pour développer le Djolof. La vallée fossile aussi, ça demeure une vieille doléance et une doléance vraiment peut-être qui dépasse même le village. Au niveau de la commune, au niveau de l'arrondissement, au niveau du Djolof, les vallées fossiles, vraiment c'est une nécessité pour le développement du Djolof. Ils ont aussi évoqué d'autres doléances relatives à l'enclavement et le manque total d'électricité dans leur village. Il y a de vieilles doléances maintenant, toujours, qui demeurent et qui restent vraiment à déplorer. C'est-à-dire l'accès, pratiquement tous nos invités ont vécu vraiment cette difficulté, peut-être de rejoindre le village.
donc la route demeure une doléance toujours. L'électrification du village. Nous parlons ici de l'électrification par le biais des biodigesteurs, mais on a aussi d'autres projets et qui vraiment l'électrification nous permettrait vraiment de développer ces autres projets-là. Élèves et étudiants originaires de Mbéyène ont organisé la 6e édition des Journées culturelles de Mbéyène, dont le thème portait sur la préservation de l'environnement et le développement durable. On a tenu un exposé pour avertir la population sur les coupes massives qui sont là, sur également la production de charbon clandestine qui est là, et également les transhumants qui sont toujours là, qui utilisent les espèces épineuses pour faire des enclos. Plusieurs activités étaient au menu de leur programme, des causeries sur la santé maternelle, la sensibilisation sur la coupe abusive des arbres, et pour boucler la boucle, les élèves les plus méritants au BFM et au baccalauréat ont été récompensés. Progression de la langue française dans le monde avec 274 millions de locuteurs. La révélation est faite par l'Observatoire de la langue française de l'Organisation internationale de la francophonie. La structure a présenté ce jeudi un rapport de 600 pages sur l'usage de la langue française à travers le monde. Un rapport présenté tous les 4 ans. Écoutons à ce propos Alexander Wolf. Il est le responsable de la structure. Il est au micro de Fatou Bintou Conté. La langue française dans le monde se porte bien. Les enquêtes que nous avons réalisées et qui portent sur la période 2010-2014 montrent que globalement, la situation de la francophonie s'est améliorée, a progressé et nous sommes aujourd'hui à 274 millions de francophones dans le monde. Nous avons constaté donc une augmentation de 7% en 4 ans avec une progression tout à fait impressionnante en Afrique subsaharienne en particulier qui là va jusqu'à 15%. Et des pays comme le Sénégal, effectivement, où la progression est encore plus significative, avec une progression de 30% de francophones. Autre point de l'actualité avec l'Église ouest africaine qui réaffirme l'importance du dialogue interreligieux et les besoins de protéger les valeurs familiales de chaque société. Elle a également estimé vouloir jouer sa partition dans l'intégration africaine. Le congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest a pris fin hier, compte rendu signé Macky Tall et Adama Gueye. Deuxième congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, une rencontre qui a permis de mettre en exergue le rôle de la famille dans la stabilité des sociétés. Aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que la famille est prise d'assaut par un certain nombre de philosophies et d'idéologies qui relativisent même, je dois dire, l'homme et qui ne tiennent compte que de la dimension verticale de l'homme, sans référence par exemple à Dieu ou autre. Abbé Pierre John a également évoqué l'importance du dialogue interreligieux et prend en exemple le Sénégal. Le dialogue interreligieux n'est pas une chimère chez nous, ce n'est pas un simple concept, mais c'est une réalité. Il s'agit d'un dialogue de vie et que le dialogue doctrinal peut suivre, mais là où nous mettons l'accent, c'est d'abord de dire nous sommes tous des humains, nous sommes des croyants en un seul Dieu et que Dieu nous appelle à nous aimer. Ces représentants de l'Église n'ont pas manqué d'adresser des recommandations à l'endroit des chefs d'État. Il faut qu'il y ait une solidarité inventive et une solidarité réelle entre les États. Quand vous voyez ce qui se passe, certains conflits dans certains pays, comment les autres pays où règne la paix se comportent. Quand vous voyez par exemple la fièvre à virus Ebola qui sévit dans tel et tel pays, comment les États se comportent, est-ce que la solidarité est une réalité entre les États? Ensuite, nous avons fait le constat, parce que les recommandations partent de considérations et d'évaluation des situations différentes. Ce congrès qui a démarré depuis le 4 novembre connaîtra son épilogue le 7 prochain. Ces prêtres ont décidé de jouer leur partition dans le processus d'intégration africaine. Macky Tall, en marge du congrès de l'Union régionale des prêtres de l'Afrique de l'Ouest, le prêtre André Toé, représentant du Burkina, s'est prononcé sur la crise qui sévit chez lui. Il appelle la population au calme et prône pour une transition civile. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Macky Tall. Avant-hier et hier, donc les évêques de la conférence du Burkina et du Niger. Fan yii yëpp évêques yu Burkina ak Niger ñi ngi daje ci ab conférence bu ñu amal. Si ndaje boobu nag yëkkati nañ fa ay kàddu jëmale ko si waa Burkina ngir rek ñu ànd ak dal si jamono yi day jéggale.
Une semaine, jour pour jour, que le pouvoir de Blaise Compaoré est tombé au Burkina Faso à l'issue des émeutes nées du vote de la loi portant modification de l'article 37. Ibrahima Kane sur le terrain, beaucoup de dégâts matériels. Et oui, des violences qui ont touché par ricochet un Sénégalais vivant au pays des hommes intègres. Faragay a vu toute sa fortune se fondre comme beurre au soleil. Eh bien, une fortune estimée à plus de 10 millions de francs CFA. À Ouagadougou, Ndiaga Thiam nous dresse le portrait de notre compatriote. Encore un jour qui se lève sur Ouagadougou, la capitale burkinabé. Dans la rue, Faragay regarde tout droit vers l'hôtel Azalaï Indépendance. Un regard plein de tristesse et d'amertume, car il y a juste quelques jours de cela, il avait ici une bijouterie d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. Une fortune qui finalement est réduite à néant. Les manifestants anti-modification de l'article 37 sont passés par là. Ce que je peux dire que bon, vraiment c'est quelque chose d'inattendu. Personne n'y croyait, personne n'y pensait. Mais ce qui arriva, arriva. Vous voyez, personne n'y s'attendait. Si on y s'attendait, on allait prendre nos précautions. Mais personne n'y s'attendait. Et ainsi va la vie. Impuissant face à cet acte dévastateur, Faragay ne pouvait que constater les dégâts. Des dégâts qui, selon lui, sont tout simplement inestimables. Bon, à propos de ce que j'ai perdu, vraiment pour l'évaluer, c'est un peu difficile. J'avais des bijoux en or, j'avais des bijoux en argent, j'avais des montres à l'intérieur. Même les bijoux que les clients me commandaient et les réparations, tout y était. Bon, si je peux évaluer ce que les clients m'avaient donné comme commande et réparation, ça environnait le million et quelques. Sans compter même mes propres effets. Comme le commerce de Faragay, c'est tout Azalaï Hôtel Indépendance qui a subi les affres des manifestants. À l'origine, il s'est trouvé que pour sécuriser les députés qui devaient voter la loi, on les a logés dans cet hôtel. À la veille, c'est-à-dire le mercredi, on a déguerpi tous les clients de l'hôtel et on a fait loger uniquement que les députés. Maintenant, la population ne voulait pas que cette loi soit votée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ciblé l'hôtel parce qu'ils se sont dit que les députés sont logés dans cet hôtel. Mais ils ne sont pas rentrés dans le but de saccager l'hôtel, mais c'est pour même déloger les députés et ceux qui suivent ensuite. Après 19 ans d'activité commerciale dans cet hôtel de Ouagadougou, Faragay voit aujourd'hui sa fortune fondre comme beurre au soleil. Mais dans sa famille, la sérénité semble toujours être de mise. Nous nous en remettons au bon Dieu. La situation pouvait être pire. Mon époux est un être serein face au saccage et à la destruction de ses biens. Il est resté zen, tout comme moi. Et je lui ai apporté le soutien nécessaire. Et aujourd'hui, j'en suis convaincue, il va s'en remettre vite et très vite. En attendant de voir si Faragay renaîtra de ses cendres, rappelons que Azalaï Indépendance, c'est l'hôtel de la capitale à Burkinabé dont la chambre numéro 1 portait le nom de feu Ousmane Sembène. Tout à fait. Autre chose à présent dans cette édition, l'aiguille est-elle sur le point de disparaître? Tout porte à le croire, d'autant plus qu'elle n'est plus utilisée par les jeunes. Certains, même pour coudre un bouton, sont obligés d'aller chez le tailleur, cher Tidiane. Ibrahima Kane, les personnes âgées adeptes de l'aiguille déplorent cette situation, comme vous allez le remarquer dans ce reportage signé Bintouloum et Younous Diatta. L'aiguille, jadis considérée comme une nécessité, est aujourd'hui délaissée par bon nombre de jeunes. Certains ne savent même pas s'en servir. Moi, je ne sais pas coudre à la main. Si j'ai un habit déchiré, je donne ça à ma sœur. Je sais faire quelques retouches, je sais coudre des boutons, mais à part cela, je ne peux pas faire plus. Depuis très jeune, mes parents m'ont appris à coudre à la main et je le pratique jusqu'à présent. J'utilise toutes sortes d'aiguilles, surtout les gros. Il arrive qu'on veuille coudre parfois des habits déchirés rapidement et pour ce faire, il faut qu'on sache coudre. Manque de savoir-faire ou paresse? Je sais coudre, mais je préfère donner mes habits déchirés aux tailleurs. Ils sont là pour ça. Les jeunes ne savent pas coudre à la main et c'est la faute de leurs parents. Ce sont eux qui devaient les apprendre cela.
Même si certains n'utilisent pas l'aiguille, d'autres par contre s'en servent tous les jours car leur travail l'impose. Ici au salon, nous utilisons les aiguilles pour le tissage, surtout pour les finitions de certaines coiffures. On trouvait les aiguilles dans toutes les maisons auparavant. Nos grands-parents l'utilisaient même comme talisman pour la maison. Aujourd'hui, les jeunes ignorent complètement les vertus de l'aiguille et l'utilisent très rarement. À présent, le dossier santé du jeudi, il porte sur l'utilisation des pilules du lendemain, une méthode de contraception utilisée de manière fréquente chez les jeunes filles. C'est pour parer à d'éventuelles grossesses, mais cette méthode n'est pas sans risque. L'utilisation abusive de ces pilules peut entraîner d'énormes complications de grossesse plus tard, mais aussi kystes de l'ovaire, entre autres conséquences. Fatou Kinedem Atanarba signe le dossier santé du jour. Contrairement à Mariem et Alassane, tous deux sont bien informés concernant les pilules du lendemain. Avec cette méthode de contraception, on a remarqué une sexualité précoce chez les filles. D'après des informations, l'utilisation de ces pilules tout juste après le rapport sexuel empêche la grossesse. Tout à fait. C'est une méthode de contraception d'urgence, mais retenez bien le mot urgence. À l'origine, ces pilules lendemain ont été créées plus pour faire face à un viol, pour ne pas tomber enceinte au décours d'un viol ou d'une agression sexuelle, ou bien toute situation où on n'était peut-être pas protégé pour ne pas tomber enceinte, n'est-ce pas? Donc c'est une contraception d'urgence. Donc elle est réservée pour les cas exceptionnels. On est enceinte parce qu'on le veut, a-t-on l'habitude de dire au Sénégal. Nombreuses sont les jeunes filles qui utilisent les pilules du lendemain. Elles peuvent se les procurer dans les pharmacies sans ordonnance. Par conséquent, la jeunesse est en déperdition. Maintenant, les jeunes filles sont précoces et audacieuses. Parfois, elles ont une déception. Après avoir utilisé ces pilules du lendemain, elles tombent enceintes. C'est vraiment pas prudent. C'est pas sûr non plus. Pire encore, les risques liés à l'utilisation fréquente de ces pilules sont incommensurables. Des effets secondaires allant de la perturbation du cycle menstruel à une grossesse extra-utérine qui peut être une urgence chirurgicale en passant par certains kystes de l'ovaire qui peuvent être dus à cette utilisation abusive de la contraception du lendemain. Parole de sage. Le mieux, c'est de s'abstenir ou le faire légalement. En utilisant ces pilules en cachette, on peut tromper les gens, certes, mais Dieu, non. Elles sont légion à l'utiliser. Le mode de procuration varie. Si certaines filles se ravitaillent elles-mêmes, d'autres passent par le petit ami. La page des sports que nous démarrons avec le tirage au sort du tournoi du Parlement qui a été effectué avec à l'affiche le derby de la banlieue qui opposera l'AS Pikine au Guédiawaye Football Club. L'autre match mettra aux prises Ngor à Asfa. Une enveloppe de 10 millions est prévue pour les équipes. Les demi-finales débuteront ce vendredi au stade Amadou Barry. Nous restons toujours en football. Ibrahima Kane au lendemain de la publication de la liste des Lions Sénégal-Égypte sur toutes les langues. Ah oui, cher Tidiane Diao, Égypte-Sénégal, un déplacement périlleux qui attend les Lions de la Teranga. C'est l'avis du journaliste de l'APS, Salif Diallo, estime que les Pharaons feront tout leur possible pour ne pas rater une troisième CAN d'affilée. Nous l'écoutons au micro d'Abdoulaziz Khan. C'est clair que ça va être un match extrêmement difficile. Maintenant, on est dans la position du chasseur. Ou bien de chasser, justement. C'est l'Égypte qui a besoin de marquer 3 points. Maintenant, il faut bien gérer ça sur le plan mental. Il y aura la pression du public. Et comment cette équipe-là va réagir? Elle avait bien réagi au Botswana, mais l'Égypte, c'est d'un autre niveau, parce qu'il y a près de 100 000 personnes. Et l'Égypte, quand même, même si ce n'est plus l'Égypte qui a gagné 3 fois de suite et une Coupe d'Afrique, mais ce n'est pas une petite nation. Et surtout que l'Égypte a raté déjà 2 phases finales de CAN. Devoir rater une troisième, ça va être compliqué. Ça veut dire que ça va être un match extrêmement compliqué pour le Sénégal.
Alif Diallo, journaliste à l'APS, c'était le dernier élément de ce journal. Ibrahim Khan, merci. Merci à toi, cher Tidiane, et merci pour votre attention également. La prochaine rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.